on recommence. Les deux prochains sujets sont quand même assez importants. Le premier va voir un peu plus dans le détail le sujet du over-the-top, mais avec un angle différent, qui est l'angle du non-linéaire. OK, fait que ça, c'est des statistiques. Chez Miranda, on a appris le terme, il faut que tu utilises une slide qui grab. C'est pas ça, c'est un grabber. C'est pour vous montrer la croissance de la consommation du modèle de consommation anytime, le modèle de consommation à la demande. Okay? Ça, c'est une donnée américaine. La plupart des données sont américaines dans l'industrie. Ça parle du pourcentage de monde qui ont consommé sur un device autre que sur une télévision et d'une façon non linéaire. Et si vous regardez, le chiffre dans les dernières années augmente très rapidement. Et là, je suis allé, justement, on avait une conversation avant le départ de la présentation, puis on parlait justement du modèle linéaire-non linéaire. Puis, je ne sais pas si vous m'avez vu, je suis venu ici, je suis allé fouiller dans mes archives, puis j'ai trouvé une présentation, je ne sais pas si je l'avais fait ici, bien pas ici, mais je parle dans le contexte de SMPTE. Je racontais l'histoire d'à l'époque, ma petite fille qui avait, la première fois que j'avais fait la présentation, elle avait 11 ans, puis je décrivais son modèle de consommation de télévision. Son modèle de consommation de télévision, c'est qu'elle était née au début de la télévision numérique. Et si j'avais des... Ça, c'est une slide, là, je suis allé c'est un cut and paste, là, puis je l'ai fait des 5 minutes avant la présentation. Il a fallu que je redonne ma présentation à Daniel, parce que j'avais rajouté ces slides-là. De l'âge de 1 à 4, elle avait consommé la télévision avec des cassettes. C'était des cassettes Disney, puis des cassettes PBS, parce qu'à cette époque-là, on habitait aux États-Unis. À l'âge de 4 à 6, on avait remplacé les cassettes par des CD. C'était du contenu interactif sur CD qu'on jouait sur l'ordinateur. On n'avait pas de télévision. Un gars qui travaille dans la télévision qui n'avait pas de télévision, si vous pouvez vous imaginer. Puis après ça, de l'âge de 7 à 11, on s'est plugué. On était revenu au Canada, puis on avait un abonnement. Mais avec l'abonnement, on avait un PVR. Et tout le contenu qu'elle regardait à cette époque-là, c'était tout par le PVR. Tout ça pour dire qu'elle, la télévision linéaire, elle ne savait même pas que ça existait. Okay? Elle n'avait aucune idée que ça existait. Puis à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire que j'avais racontée à cette époque-là, une journée, elle m'arrive et elle dit « Hey, la machine, il manque une émission sur la machine. » Je dis « La machine, c'était le PVR. » Je dis « Comment il manque une émission? » Elle avait vu une promo pour une émission future d'un programme qu'elle regardait. Puis elle se demandait pourquoi cet épisode-là n'était pas sur la machine. Okay? Puis il a fallu que j'y explique que, puis c'était un peu, je m'étais fait pogner, il a fallu que j'y explique tout le modèle linéaire de télévision, parce que ça, on parle à cette époque-là, elle avait 11 ans, fait qu'on parle où j'essaie de me souvenir, si on fait les maths, ça va avoir 19 ans, right? Fait que ça fait 10 ans de ça, fait qu'en 2003. Il a fallu que j'explique comment fonctionnait la télévision linéaire. Fait que j'étais allé chercher le guide programme dans le journal. J'ai montré, OK, ça, c'est des chaînes, des channels. Puis j'ai dit, ça, c'est le fuseau horaire. Puis là, j'avais montré, ce on fait, c'est qu'on utilise cette boîte-là pour enregistrer des programmes qui jouent à ce poste-là. Puis la première affaire qu'elle m'avait dit, OK, attends une minute. Fait que si on n'a pas cette boîte-là, il faudrait que je regarde ce programme-là le samedi matin à 9 h. Je dis, oui, c'est exactement ça. Mais elle dit, mais on a le cours de natation le samedi matin à 9 h, fait que je ne pourrais pas regarder le programme. Je dis, exactement. Puis là, elle dit, est-ce que tout le monde a cette boîte-là? Je dis, non. À cette époque-là, c'était à peu près 10 c'était le taux de pénétration du PVR, à cette époque-là, c'était 10 Je dis, de tes 10 amis, par la moyenne, tu serais la seule à l'avoir. Puis là, ce qu'elle m'avait dit, je ne l'oublierai jamais, quand je parlais du modèle linéaire, elle m'a dit, « Who does this work for? » Ça marche pour qui, ce modèle-là? Oui? J'avais trouvé ça pas mal intéressant. Puis j'avais utilisé ce use case-là pour raconter l'histoire, puis ça, c'est une deuxième diapo que j'ai passée. Puis en passant cette présentation-là, je viens de la sortir, c'est date de 1995, la présentation. Et ce que j'avais dit, c'est que j'avais dit, on est habitué à la télévision linéaire. La télévision linéaire, c'est des chaînes, right? C'est le channel grid, c'est toutes les chaînes qui nous sont disponibles, avec du contenu qui a été cédulé, right? Et la cédule est contrôlée par le provider, par le diffuseur. Right? C'est ça le modèle linéaire.
Je décide que le jeudi soir, je vais mettre cette émission-là, cette émission-là, puis cette émission-là, puis c'est de même, ça marche. Hein? Et à cette époque-là, il commençait à avoir du VOD, mais du VOD, c'était quand même assez rare. Hein? Mais le VOD était décrit par plutôt que des chaînes, c'était des catégories de contenu. L'accès était de façon random access. Je pouvais aller voir ça, je peux aller voir ça, je peux aller voir n'importe quoi. Et c'est le viewer, le consommateur, qui contrôlait la consommation du contenu. Ça, c'était le modèle VOD. Puis en 2005, ce modèle-là existait, mais n'était pas si populaire que ça. Et l'hypothèse que j'avais eue dans cette présentation-là, j'avais dit que le PVR, le fameux PVR, était le device qui était pour nous enlever du modèle linéaire et nous amener vers un modèle non linéaire. La prévision dans cette présentation-là était que dans le futur, puis là on est rendu dans le futur parce qu'on est quand même 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, on était pour être beaucoup plus plugué ou beaucoup plus habitué à consommer la télévision sur demande. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis je dis encore que c'est le PVR qui a été l'élément qui a dérangé le modèle pour nous amener vers un modèle non linéaire. Et aujourd'hui, le modèle non linéaire, on le voit sur le câble, on le voit OTT, over the top, on le voit à plusieurs saveurs. Oui? Est-ce que ça peut avoir un lien avec le fait qu'on n'en voit plus sur les tablettes des Future Shop, des choses comme ça? Parce que tout un temps où à peu près toutes les grandes marques, Sony, Barnet, tout ça, en fabriquaient pour le offert, mais t'en retrouves pas nulle part ou à peu près? Non, en passant, je n'essaie pas de dire que les PVR disparaissent. C'est pas ça que j'essaie de dire. Parce que les PVR, aux États-Unis, tu ne peux pas avoir un abonnement de câble ni un abonnement de satellite sans avoir un PVR. Le set-top box, maintenant, par défaut, presque par défaut, a un PVR dedans. Je pense que Vidéotron, c'est la même affaire. Il faut vraiment que tu ne veuilles pas avoir un PVR pour ne pas en avoir. Ils vont t'en donner un. OK. Mais moi, linéaire, ici, là, je ne voulais pas nécessairement entendre off-air. Parce que linéaire, ça pourrait être une chaîne comme ESPN, comme ça pourrait être comme CNN, comme ça pourrait être n'importe quoi. J'essayais pas de parler de off-air puis pas off-air. J'essayais de parler de linéaire, je le regarde à 9 heures, versus non linéaire, je le regarde quand je veux. OK? Fait que j'essayais pas de faire cette comparaison-là. Mais je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Right? L'idée, c'est que le broadcaster fait encore du linéaire, c'est encore une partie importante. C'est là que la plupart, 99,9% de son revenu est le linéaire. Mais les broadcasters, la plupart des broadcasters, en travaillant avec le câbleau, soit avec un PVR ou avec une infrastructure qui est chez le câbleau, offrent des programmes non linéaires sur une plateforme câble. Fait que je donne un exemple. Je ne sais pas, à n'importe qui vous êtes abonné. Si je m'abonne à Discovery, j'ai accès au programme Discovery, la programmation de Discovery linéaire, et j'ai aussi accès au programme de Discovery de façon sur demande. Mon abonnement à cette chaîne-là linéaire me donne accès à ces programmes-là non linéaires. C'est un fait. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est le broadcaster qui dit le contenu. En réalité, c'est le broadcaster qui fait tout l'ouvrage, mais c'est le câbleau qui a dit au broadcaster, si tu veux que je transporte ces 15 chaînes-là linéaires, il va falloir que tu me donnes du contenu non linéaire pour mettre sur ma plateforme VOD. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite de ça, c'est tout dans le domaine de broadcasters et le câbleau. Et ensuite de ça, rajoute aussi que tu peux mettre du non linéaire, tu peux donner ton contenu donné. Tu peux vendre ou prêter ton contenu à un over-the-top pour qu'il diffuse. Le point étant que les deux lignes vertes, c'est de la consommation sur demande. C'est du non linéaire. Je le regarde quand je veux le regarder. Là, ici, c'est des diapositives que j'aurais aimé mettre à jour, mais que je n'ai pas mis à jour. C'est juste pour montrer l'explosion qui s'est produite dans les 5-6 dernières années au niveau de la consommation de contenu professionnel sur des plateformes non linéaires. Ça, ces données-là viennent de Turner en Europe. Okay? Donc, c'est Turner en Europe qui dit qu'en 2008, il produisait par mois
une dizaine de fichiers pour consommation non linéaire. 5 ans plus tard, en 2011, ils en produisaient 10 000 par mois. Et là, ils sont rendus, je le sais, le chiffre, je n'ai pas mis les slides à jour, ils sont rendus à 50 000 par mois. Ils produisent 50 000 fichiers par mois de tout leur contenu qui sont mis sur diverses plateformes non linéaires. Je dis divers parce qu'il y en a qui sont web, il y en a qui sont câbles, les bleus pâles, puis après ça, tu as iTunes en vert, puis toutes les autres plateformes en rouge. Tout ça pour dire, il y a plusieurs plateformes, mais c'est le nombre de fichiers, le nombre de différents contenus qui se produisent à chaque mois de façon non linéaire. Ça, c'est probablement ma diapositive préférée de toutes les diapositives que j'ai dans le deck. C'est une image Google Maps, Google Earth, right, que je suis allé chercher sur Google Maps en 2011. Mais je suis allé chercher cette image-là juste après que j'avais visité. Ça, c'est l'emplacement de HBO. HBO est un diffuseur traditionnel qui a 30 chaînes linéaires qui originent de ce centre-là. Fait que de ce centre-là, sur 65 000 pieds carrés, ils produisent 30 chaînes linéaires. Ce que vous voyez, les cercles que vous voyez sur le dessin ici, c'est l'ombre des antennes satellites, des gros dishes. Okay? Je venais juste de visiter là, puis où on stationnait avant, c'est où il y a l'autre bâtisse ici, mais on était obligé de stationner ailleurs parce qu'il était en train de bâtir cette deuxième bâtisse. Si vous regardez point de vue plan géographique, à peu près la même grosseur, ils ont rajouté 50 000 pieds carrés avec cette nouvelle bâtisse, et la seule chose qui se passe dans cette nouvelle bâtisse-là, c'est de produire des fichiers. Ils rentrent des programmes qui viennent de l'autre bâtisse, des programmes finis, qui rentrent, et ces programmes se font convertir dans tous les divers formats pour toutes les diverses plateformes que HBO fournit. Oui? Fait que les chaînes linéaires, la bâtisse de gauche, les chaînes non linéaires, la bâtisse de droite. HBO est quand même un diffuseur assez important. Et si eux font un investissement dans une infrastructure comme ça dit que le non-linéaire, c'est important. Ça, ce centre-là a été bâti en 2011. Right? Septembre 2011, je pense qu'ils ont ouvert en novembre 2011. Et ce modèle-là, aujourd'hui, produit, le chiffre, je ne l'ai pas dans la diapo, là, mais ils sont rendus à quelque chose comme 15 000 heures par mois de contenu qu'ils produisent à travers ça. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, il y a un paquet de serveurs vidéo, de SDI, de monitor wall, de toute la patente normale qu'on s'attend. Puis il y a de la diffusion, il y a de la transmission, des encodeurs MPEG-4. Mais à droite, c'est un server farm à 2 étages. Right? C'est 50 000 pieds carrés de serveurs, avec du software, de Telestream, de Elemental, un paquet de différents fournisseurs. Puis la seule chose qui se passe à droite, c'est des fichiers. Je ne sais pas, mais pour moi, cette image-là parle très fort. Le non-linéaire, par un broadcaster parmi les plus importants, qui lui a dit, le non-linéaire, c'est important, j'investis. Fait que je voulais juste utiliser cette image-là. Ça, c'est juste pour présenter, je pense qu'il y a des gens ici dans l'audience qui connaissent le problème encore mieux que moi, c'est que chaque programme, chaque épisode d'un programme, ils doivent, OK, j'ai fini l'épisode est prêt pour s'en aller vers les plateformes non linéaires. Bien, je n'ai pas fini. Je dois en faire différentes saveurs, parce qu'il y a différents codecs qui sont utilisés dans différentes plateformes. Je pense que Maxime avait fait une excellente présentation au sujet il y a à peu près 18 mois. Je me rappelle, une excellente présentation. Et il n'y a pas juste les différents codecs, il y a les différents formats de metadata, tout ça. Ça fait une explosion. Et le QC de tout ça, le contrôle de la qualité de tous ces fichiers-là, c'est une énorme tâche. Qui aujourd'hui, en passant, c'est une énorme tâche qui ne me ramène pas une scène de plus de revenus à peine. Fait que c'est quelque chose qu'on est en train de faire, du non-linéaire, mais ça ne nous amène pas encore du revenu. Ça, c'est la même slide que je montrais tantôt. Moi, il y a un petit drapeau que j'aime mettre, là, puis c'est un sujet très important que je pense qui est très ignoré. C'est l'idée du branding. Vous savez que chez Miranda, le branding, c'était une des grandes choses dont on parlait. L'idée, c'est que sur du contenu linéaire, quand je diffuse un programme, j'utilise souvent la bande en bas pour faire la promotion d'un autre programme qui va jouer soit tout de suite après ou mercredi prochain ou demain matin ou whatever. J'utilise, pendant que je suis en train de jouer le programme sur les oiseaux, je suis en train de faire la promotion d'un autre programme.
Et je mets aussi le nom de ma chaîne, M11. C'est mon poste, c'est mon contenu. Puis si tu veux voir mes autres programmes, voici quand est-ce qu'ils jouent. Je te garde accroché. Je t'informe sur la composition de mon fuseau horaire. Aujourd'hui, sur le non-linéaire, on n'utilise pas cette technique-là. Et je vais donner un exemple flagrant et important. Moi, je regarde certains programmes sur Radio-Canada en anglais. Un programme que j'aime regarder, c'est Dragon's Den. Okay? C'est un programme sur les investissements. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français. Pardon? OK. Imagine-toi. En tout cas, ce programme-là est disponible sur Netflix maintenant. Wow, c'est beau. Mais je regarde le contenu sur Netflix, puis à moins que je regarde les crédits qui défilent à 100 000 $, puis que je vois le logo de CBC, je n'aurais jamais su que ce programme-là a été, je dirais, pas produit par Radio-Canada parce que c'est acheté, mais c'est Radio-Canada qui a fait c'est eux qui ont développé ce contenu-là, puis c'est eux qui payent pour développer ce contenu-là. Grosse gaffe, d'après moi, de laisser ce contenu-là sortir de la bâtisse sans mettre le branding dessus. Puis je ne dis pas que tu dois mettre Tomorrow at 9. Il faut que tu changes le branding, mais pas du contenu, mais pas ton contenu sur une plateforme non linéaire sans dire « Hey, c'est mon contenu, c'est du contenu Radio-Canada, right? » Puis si tu veux voir la prochaine, si tu aimes ce show-là, tu le regardes non linéaire, tu es en train de le regarder non linéaire. Si tu aimes vraiment ce show-là, la prochaine épisode, là, c'est mardi soir. Viens la voir en direct, tu vas voir, tu vas la voir en même temps que tout le monde. Ou, tu sais, essaye d'utiliser la diffusion du programme non linéaire pour encourager les gens à connaître ton horaire et à consommer ton contenu linéaire aussi, parce que ton revenu aujourd'hui est sur le linéaire. C'est une petite affaire, c'est un genre de parenthèse pro-mirandienne qui dit que, mais je vous dirais que c'est je vais utiliser le mot gaffe, que les broadcasters sont en train de faire parce qu'ils ne mettent pas de branding sur le contenu quand ils le mettent sur une chaîne non linéaire. Et, d'après moi, c'est une erreur. Fin de parenthèse. OK. Prochain sujet. Sujet assez important, puis sujet qui a fait un peu, qui continue à faire un peu d'un chambardement à l'intérieur des murs de Miranda, c'est la transition vers une situation plus file-based. Je devrais éliminer le mot IT. Je me fous que c'est du IT, que ce soit du IT ou du SDI ou quoi que ce soit. Le message que j'essaie d'amener ici, c'est que c'est une transition d'un modèle où je manipule des signaux temps réel, des streams, versus un où je manipule des fichiers. Là, je fais un dessin assez très haut niveau, je dirais, du fonctionnement d'une station de télévision. À la gauche, je reçois du contenu. Je fais un paquet d'affaires avec mon contenu, puis à la droite, je sors mon contenu. Fait que le contenu passe de gauche à droite à travers mes activités que je fais. Okay? Plusieurs activités. Si je regarde historiquement, la plupart du contenu que je recevais dans une station de télévision, c'était avec un feed linéaire. Même si le programme n'était pas en direct, si j'étais une station de télévision aux États-Unis, puis je me préparais à diffuser le show de, je sais pas quoi, de Oprah Winfrey, je recevais le programme, même si je le diffusais juste demain matin, je le recevais par satellite, je l'enregistrais sur un serveur. Okay? Tout le contenu nous arrivait par linear feeds. Ou certains contenus nous arrivaient par cassette. Right? Nous envoyaient une cassette, on recevait le contenu avec une cassette. Et la plupart de notre produit, c'était des chaînes linéaires. Là, je parle historiquement, je suis en train de revoir un peu l'histoire. Fait que c'était du linéaire qui rentrait. Même une cassette, c'est linéaire, parce qu'une cassette, pour aller récupérer l'heure de programme, dans la plupart des formats de cassette, ça prenait 1 heure pour aller récupérer ce contenu-là. Fait que c'est ça que je veux dire par linéaire. 1 heure de contenu, 1 heure de temps. Ou je recevais par satellite, puis j'enregistrais. Ou si c'était un événement live, bien là, je le passais direct. À cause de ces activités-là, si je regardais l'infrastructure à l'intérieur de ma station de télévision, la plupart de mon infrastructure était une infrastructure spécifique à notre industrie, une infrastructure SDI, oui, et il y avait un petit peu d'IT, un petit peu de fichiers, mais c'était des îlots d'IT qui supportaient l'infrastructure. La raison, parce que la plupart des signaux qui rentraient et tous les signaux qui sortaient de la place,
c'était des signaux, j'appelle ça des signaux, c'était des streams linéaires, des streams temps réel. Mais là, ça change un peu. La cassette disparaît assez rapidement et se fait remplacer par des fichiers qui sont livrés par un réseau. Oui? Se fait remplacer carrément par des fichiers. Et aussi, on rajoute à la sortie toute l'histoire du non-linéaire, tous les fichiers que je dois aller donner à chacune des plateformes qui vont reprendre mon contenu de façon non-linéaire et vont l'utiliser. Je dois envoyer, si j'envoie ça, mettons, à Cogeco ou à Vidéotron, je leur envoie un fichier, puis eux autres le mettent sur leur serveur. Fait que mon livrable maintenant, ce n'est pas juste ma chaîne linéaire, c'est les fichiers que j'envoie aux diverses plateformes qui font du non-linéaire. Donc, ce changement-là dit qu'il y a un changement important qui se fait dans l'infrastructure d'une station de télévision. Le SDI, pour être clair, le SDI ne disparaît pas, mais l'importance du SDI par rapport au IT, il y a un genre de basculement. La plupart du contenu, s'il y a du contenu live, le contenu live va arriver live, en linéaire, va passer à travers une infrastructure SDI, va sortir linéaire. Ça, c'est donné. Mais si le contenu n'est pas live, il va m'arriver en fichier, je vais le tripoter en fichier, je vais le changer, je vais le faire son QC, je vais faire des adaptations, je vais le transcoder dans d'autres formats, je vais le mettre en VOD, je vais faire tout ça sous format fichier. Oui? Fait que la vie du contenu est de plus en plus une vie qui se fait sous forme de fichier. C'est un incontournable. Renaud, il est rendu où? Renaud? Il est en haut. Renaud avait travaillé avec nous à un moment donné. C'était à quelle année, ça, Renaud? 2006. Justement, on regardait ça et on disait, le QC, tu sais, on fait du QC avec des scopes aujourd'hui sur des excuse, c'était l'autre Renaud. Il y a plusieurs Renaud dans la place qui ont travaillé chez Miranda, je m'excuse, je parlais de celui en haut. L'idée, c'était de regarder une solution de QC, de contrôle de qualité, d'évaluation de la qualité du signal, mais sous format fichier. Oui? Et c'est ce qui doit se faire. On doit regarder toutes les solutions qu'on a connues en haut en SDI. On va reconnaître les mêmes solutions en bas. Du up conversion. Je peux faire du up conversion en linéaire si c'est un feed live, mais si je reçois un fichier SD puis je veux le mettre en HD, bien, je vais le faire. Je vais faire cette conversion de SD à HD en fichier, d'un fichier à un autre fichier. C'est naturel. C'est ce qui se passe. Okay? Ça, en haut, c'est SDI Scene-Centric. En bas, c'est File-Centric, donc IT-Centric. Mais comme je disais tantôt, le live va toujours survivre. Fait que je n'essaie pas de prédire ici que le SDI va disparaître. Non, au contraire, le SDI va demeurer. Puis tantôt, on parlait qu'il y a plus en plus de live, mais cette partie-là demeure assez importante. Je peux vous le dire, hein, des routers Envision, les gros routers qu'on vend chez Miranda maintenant, on en vend de plus en plus, on n'en vend pas moins. Fait que tu t'aurais dit, bien, avec ce que je viens de dire là, on devrait vendre moins de routers SDI. Au contraire, on en vend de plus en plus parce que la production live est de plus en plus importante, des productions de plus en plus complexes. Alors, ça, c'était juste une diapositive. Je vais rajouter quelque chose. C'était un questionnaire qui avait été fait, qui avait été envoyé dans un genre de survey qui avait été fait par une compagnie qui s'appelle le Big Broadcast Survey. Puis ça faisait juste regarder à quelle étape ou à quelle évolution les broadcasters étaient rendus dans leur transition Firebase. Fait que je vais rajouter les sommaires. Quand on parle d'archives, 62% des gens étaient déjà plus que 50% Firebase. 84% des gens, leur playout était déjà rendu plus que 50% Firebase. 82% la production. Et la production des nouvelles, 76% était rendu Firebase. Tout ça pour dire, la pénétration de Firebase est quand même très importante. OK. Dernier petit sujet, plutôt rapide, puis peut-être qui touche à moins de personnes ici, là, mais c'est la complexité chez le prochain dans le food chain, qui est le câbleau. Je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution d'un système de câbleau de distribution, mais ça a parti. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, un câbleau, c'était, je veux pas dire des bêtises, mais c'était le petit cul de la place. C'était le gars d'RF, puis il y avait une infrastructure RF pure. Right? Tout ce qu'il faisait, lui, c'est il mettait un canal dans 6 MHz, puis il y en avait plusieurs MHz, puis il transmettait tous ces canaux-là. Un câbleau diffuseur,
c'était un gars avec des tuyaux RF qui diffusait des programmes. Mais avec le temps, la complexité d'un système de câbleau est devenue très, très importante. Et un câbleau aujourd'hui n'est plus un câbleau, c'est un télécom, carrément. Et dans leur système, eux, auparavant, c'était simple. Il y avait 30 canaux analogiques, that's it. Dans un tuyau, dans une bande passante de 750 MB, il y avait 30 canaux analogiques. Mais aujourd'hui, dans ce même fil, dans cette même infrastructure-là, il se passe du vidéo, plusieurs streams de vidéo, toutes compressées, du vidéo sur demande, donc des vidéos qui sont à la demande, des appels téléphoniques et du trafic Internet, tout à travers la même infrastructure. Fait que vous pouvez imaginer, l'infrastructure chez le câbleau a vraiment, vraiment évolué de quelque chose d'assez simple à quelque chose de vraiment complexe. Et le plus important, là, c'est un dessin avec beaucoup, beaucoup de détails. Ça montre, je ne rentrerai pas, je ne décrirai pas chacune des boîtes, mais c'est la chaîne, si vous voulez, du moment où ils reçoivent un signal d'un broadcaster à gauche jusqu'à temps que le signal se livre à la maison à droite. Et toutes les boîtes, tous les petits cercles avec les flèches, c'est des switch IP. Parce que dans la plupart des cas, l'infrastructure chez un câbleau et l'infrastructure chez un téléphonique, c'est la même infrastructure. Quand on parle d'IPTV aujourd'hui, les câbleaux, c'est presque du IPTV. La seule partie qui est vraiment câbleau, c'est le dernier bout entre le QAM, le Edge QAM, qui est tout près de notre maison maintenant. Ça, c'est du RF. Tout le reste, c'est tout du IP. C'est tout du trafic IP. C'est toute une infrastructure IP, d'un bout à l'autre. Right? Ce que j'essayais de dire là-dedans, c'est qu'auparavant, le signal partait du diffuseur, puis se rendait jusqu'à la maison, puis il touchait presque à rien. La seule chose qui touchait, c'était des amplificateurs et des modulateurs. C'était la seule chose. Du kit RF très simple. Aujourd'hui, il y a du transcodage, il y a du splicing pour mettre de la pub, il y a du VOD, il y a d'autres pubs qui sont mis encore plus loin, donc plus proche de la maison, de la pub ciblée dans le quartier. Il y a des edge QAMs, en tout cas, il y a de l'infrastructure en masse. Il y a du processing qui se fait, du remplacement de signal qui se fait, du switching qui se fait jusqu'à la fin. Il y a de l'aiguillage de signaux qui se fait pour l'optimisation de la bande passante jusqu'au dernier 1000. Et tout ça rajoute ce que j'appelle des moving parts. Et ces moving parts-là sont partout dans le système. Et les systèmes chez les câbleaux sont devenus des systèmes beaucoup plus complexes. Et le défi chez les câbleaux aujourd'hui, c'est avec tous ces systèmes hyper complexes, comment maintenir la qualité. Right? Ça ici, c'est des chiffres assez intéressants. C'est des chiffres qui disent que chaque fois qu'un abonné appelle le câbleau, ça leur coûte 13 $ pour répondre à l'appel. S'ils doivent envoyer un technicien chez le client, ça leur coûte 150 $. Et s'il y a trop de troubles de qualité, ils perdent l'abonné carrément. Donc, l'idée, le défi des câbleaux distributeurs, c'est que leur infrastructure est devenue hyper complexe. L'infrastructure ne transporte pas juste le vidéo, elle transporte du data, du téléphone, un paquet d'affaires. Et ils doivent maintenir cette infrastructure-là de façon avancée parce que les moving parts sont partout. Je ne sais pas si vous regardez, là, mais ce qu'ils appellent les nodes, ça, les nodes, c'est quelque chose qui est juste au coin de chez vous. C'est de l'électronique qui n'est pas loin de chez vous. Parce qu'il y a vraiment juste le dernier bout qui se fait avec du câble. Donc, tout ça, c'est pour dire, c'est un peu, cette section-là finit un peu en queue de poisson, là, mais l'idée, c'est que la qualité chez un câbleau, c'est devenu quelque chose de très difficile à gérer parce qu'il y a du processing puis du switching qui se passe jusqu'à la dernière minute. Oui. OK. Je pense que c'est le dernier sujet. Si j'avais à souligner les choses les plus importantes, tantôt, je parlais de Netflix beaucoup. Juste un peu d'interaction que j'ai eue pendant le break. Je n'essaie pas de dire que Netflix, c'est le gros gagnant dans tout ça. Parce que je vais vous dire tout de suite, j'ai identifié tantôt Netflix, je dirais que c'est, dans notre industrie, Netflix, c'est le disruptor. En anglais, on dirait le disruptor. C'est celui qui est en train de déranger le modèle. Je ne dis pas que c'est lui qui va gagner. Parce que Netflix, en étant celui qui est en train de déranger le modèle, disons que ce n'est pas le préféré de tout le monde. Right?
Je disais tantôt, je citais que Disney a donné du contenu, pas tout son contenu. Turner a donné du contenu, pas tout son contenu. Tout le monde leur donne du contenu, mais pas tout le contenu. Et aujourd'hui, il y a certains diffuseurs qui ne veulent même pas donner une graine de contenu à ces gens-là parce qu'ils sont vus comme étant vraiment les gens qui sont en train de chambarder le modèle. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est si ce n'est pas Netflix, ça va être quelqu'un d'autre. Puis je vais vous ramener à la diapositive qui disait la différence entre Netflix et un Vidéotron ou un Comcast, c'est que Netflix a un footprint international, un footprint global. Okay? C'est ça le gros changement qu'amène l'Internet par rapport à la télévision. C'est que ça nous amène un marché global. C'est ça le gros changement qu'on doit comprendre et saisir. Donc, avec cette perte de voix-là, je vais vous remercier. On peut continuer les interactions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour Michel? Profitez-en. Alors, tout d'abord, un gros merci à Michel. Donnez l'applaudissement. Merci beaucoup, Michel. Merci. On va lui souhaiter une bonne retraite. Je vais lui remettre un certificat de reconnaissance d'appréciation pour avoir partagé son temps et son expérience avec nous. Alors, merci beaucoup, Michel. C'est très apprécié. Merci. Bien, je vais vous remercier tout le monde. Puis il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit bullshit, tu t'en vas pas à la retraite. Oui, je m'en vais à la retraite. C'est vraiment vrai. J'ai des projets. Les projets sont, pour le moment, c'est des projets bénévolats que je fais. Puis mon but, c'est, je comprends que je ne peux pas aller de travailler comme un fou puis pas de travailler le lendemain. Je viendrais, ma femme me mettrait dehors, je pense. Mais mes projets sont plutôt du côté éducation. Je vais travailler avec une école à Calgary. J'expliquerai pourquoi Calgary plus tard. À développer un cours sur la télévision moderne. Fait que ça va être ça mon projet au début. Puis j'espère avec ça de m'occuper assez pour que je puisse vraiment faire les choses que je voulais faire. Puis la raison pourquoi j'ai dû prendre ma retraite comme ça, puis j'ai pu prendre ma retraite à l'âge de 49 ans, c'est que j'ai été très chanceux. J'ai travaillé fort, mais j'ai travaillé pour des gens qui ont su partager. Et pas juste Miranda, où j'ai eu un beau succès, mais aussi chez Leach, j'avais travaillé avec des gens qui étaient vraiment généreux. Et dans les deux cas, j'ai pu en profiter, non seulement point de vue de ma carrière, mais aussi monétairement. Et donc, j'ai ce luxe de pouvoir faire ça. Et s'il y en a certains d'entre vous qui me trouvent chanceux, je vous dirais que vous avez parfaitement raison. Je suis très chanceux, mais je vais en profiter, puis je vais m'amuser, puis j'espère pouvoir continuer à faire des choses comme ça. C'est un peu mon but. Fait que peut-être qu'on va se revoir dans des scénarios similaires à celui-ci. Merci beaucoup. Merci, Michel, puis tu es toujours la bienvenue à n'importe quel moment. Juste vous faire une petite mention, la prochaine soirée aura lieu le 29 janvier. L'endroit étant confirmé, ça va être une soirée sur le DVB-S2 Extended avec les nouveaux standards de data de transfert au niveau satellite, etc. Donc, on a les gens de la compagnie NewTek qui vont venir faire une présentation pour nous le 29 janvier. Donc, regardez vos emails, les annonces. On vous tient au courant pour les dates. Merci à tout le monde et bonne soirée. Une dernière chose, Daniel, où est-ce qu'il est rendu, Daniel? Un gros merci de m'avoir accordé la chance de faire cette présentation, puis aussi pour la petite partie que vous avez catchée au début, là, où on a partagé la nostalgie du départ de ma carrière qui s'est fait juste en haut, ici, dans la régie. C'était très spécial pour moi de faire ça ici, fait que j'apprécie beaucoup le fait que ça s'est fait ici au Studio 42. Fait que, merci beaucoup.